Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans les fondamentaux de la sécurité web. On a pas mal de notes et de fiches mémo sous les yeux. L'idée, c'est d'explorer ensemble l'interception de trafic, les injections SQL, comment on se protège du CSRF, et puis les systèmes comme les IDS, les DMZ. Bref, décortiquer un peu tout ça. Absolument. C'est essentiel de comprendre comment les attaquants opèrent pour savoir comment se défendre. Alors commençons peut-être par l'interception. Les documents insistent sur Burp Suite, surtout son module proxy. En gros, il s'intercale entre le navigateur et le serveur, et ça permet de voir en temps réel tout ce qui passe, et même de le modifier. C'est vraiment la base pour analyser, tester des choses, comme des injections par exemple. Ah oui, d'accord. Voir un peu sous le capot, quoi. Bon, une fois qu'on observe ce trafic, les sources parlent beaucoup des injections SQL, SQLI. C'est toujours d'actualité, ça, hein, une attaque courante. Oh que oui, c'est un grand classique. Et il y en a plusieurs types en fait. Les notes détaillent par exemple l'injection union-based. Là, on utilise la commande union select. Ça permet de combiner les résultats d'une requête normale avec ceux d'une autre table, disons la table des utilisateurs. L'exemple type, c'est union select username password from users. Hop, on récupère les identifiants. Plutôt direct comme méthode, mais il y a aussi la blind SQLI qui est mentionnée, SQLI aveugle. Ça a l'air plus tordu, non? Exactement. Aveugle parce que l'attaquant il ne reçoit pas de message d'erreur clair, ni les données directement. Il doit déduire l'information, comment dire, petit à petit, souvent en testant des conditions. Est-ce que telle chose est vraie ou fausse? Ou alors en mesurant les temps de réponse du serveur. Par exemple, injecter quelque chose comme if 1 égale 1, then sleep 5. Si le serveur met 5 secondes de plus à répondre, ben, la condition est vraie. C'est beaucoup plus lent, plus méticuleux, et ça peut être bloqué par des WAF, des pare-feux applicatifs web qui repèrent ces délais anormaux. Fascinant cette déduction pas à pas. C'est vrai que ça doit demander de la patience. Les sources listent aussi d'autres failles classiques. XSS, CSRF, injection de commandes. Et pour trouver où attaquer, elles parlent de Google Dorking. C'est quoi ça? Une sorte de repérage? C'est ça, on appelle ça aussi Google Hacking. C'est de la reconnaissance passive en utilisant Google en fait. On utilise des opérateurs de recherche spécifiques comme inurl.php.id égale. Ça aide à trouver des pages web avec des paramètres dans l'URL qui pourraient être vulnérables. Ou alors filetype.sql pour dénicher des fichiers de base de données qui n'auraient jamais dû être accessibles publiquement. C'est comme chercher des portes mal fermées sur Internet. D'accord, je vois. C'est de la reconnaissance avant l'attaque. Alors, justement, comment on se protège de tout ça? Les notes insistent pas mal sur les tokens CSRF. Oui, c'est une protection clé contre les attaques CSRF, donc Cross-Site Request Forgery. L'attaque CSRF, en gros, c'est quand un attaquant force le navigateur d'un utilisateur déjà connecté à un site à faire une action à son insu, genre un virement. Le token CSRF, c'est un jeton, une sorte de code unique et imprévisible que le serveur donne pour une session ou une action précise. Avant d'exécuter une action sensible, l'application vérifie que ce token est bien là et qu'il est valide. Ça garantit que la requête vient bien de l'interface légitime du site utilisé par l'utilisateur et pas d'ailleurs. C'est crucial pour les sites bancaires, par exemple. Logique, indispensable pour les actions critiques. Et pour la détection, de manière plus générale, on parle d'IDS. Oui, les Intrusion Detection Systems. Ils surveillent le trafic réseau ou les systèmes pour repérer des activités suspectes. Les sources mentionnent spécifiquement la détection basée sur les anomalies, anomaly based. Et ça, c'est intéressant parce que, contrairement à la détection par signature qui cherche des attaques déjà connues, cataloguées, celle-ci, elle cherche ce qui sort de la norme, un comportement inhabituel sur le réseau ou le système. Du coup, ça peut potentiellement repérer des attaques nouvelles, des zero day, juste parce qu'elles sont bizarres, mais ça demande de bien définir ce qui est normal. D'accord. Détecter l'inhabituel. Et comme autre mesure de défense, structurelle cette fois, il y a la DMZ, zone démilitarisée. Tout à fait. La DMZ, c'est une zone réseau un peu à part, une sorte de zone tampon, si tu veux. On y place les serveurs qui doivent être accessibles depuis Internet, le serveur web, le serveur mail, le DNS. Mais cette zone est isolée du réseau interne principal de l'entreprise, le LAN. L'idée, c'est que si un serveur dans la DMZ est compromis, l'attaquant n'a pas directement accès au reste du réseau interne, aux données sensibles. C'est un principe de segmentation, très important. C'est clair. Isolé pour protéger le cœur du système.
Dernière notion abordée dans les notes, le mouvement latéral. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Alors, le mouvement latéral, ça intervient après qu'un attaquant a réussi à entrer quelque part. Il a compromis une première machine, par exemple. Mais son but, c'est rarement juste cette machine. Donc, il va essayer de se déplacer latéralement à travers le réseau pour trouver d'autres machines, accéder à des comptes avec plus de droits, élever ses privilèges, comme on dit, et finalement atteindre ses vraies cibles, les bases de données critiques, le contrôleur de domaine pour prendre le contrôle total. C'est l'étape d'expansion de l'attaque à l'intérieur du réseau. Bien compris. C'est la phase d'exploration et de conquête interne en quelque sorte. Donc si on essaye de résumer un peu tout ça, on a l'interception pour comprendre ce qui se passe, l'exploitation via des failles comme SQLi parfois repérées grâce au Google Dorking, puis la défense avec des mécanismes comme les tokens CSRF, la détection avec les IDS qui cherchent les anomalies, une architecture pensée pour résister comme la DMZ, et toujours cette menace du mouvement latéral si une brèche est ouverte. Ça donne une bonne vue d'ensemble de cette espèce de jeu du chat et de la souris permanent. Exactement. C'est une interaction constante entre attaque et défense. Chaque technique a sa contre-mesure, qui elle-même peut avoir ses limites ou être contournée. Ce qui amène d'ailleurs une réflexion intéressante, je trouve, vu comment tout ça est lié, l'attaque initiale, la détection, la structure réseau, le mouvement latéral. S'il fallait choisir une seule couche de sécurité à renforcer massivement, laquelle aurait le plus grand impact sur l'ensemble des menaces qu'on a évoquées aujourd'hui? C'est une question complexe, mais voilà, ça laisse matière à penser pour la suite.